Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes climatologue, vous êtes même prix Nobel de la paix en tant qu'ancien membre du GIEC. Vous en avez été le vice-président de 2002 à 2015 et vous êtes aussi le président de la Société météorologique de France. Nous sommes donc le jeudi 1er septembre et on le sait désormais, juillet et août ont été le deuxième été le plus chaud jamais mesuré en France. Et pourtant, le plus frais des prochaines années, on va y revenir avec vous, c'est ce qu'indique Météo France. Et ce matin, c'est la grosse ristourne sur l'essence et le gazole, moins 30 centimes le litre. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? Si, il y a un paradoxe et je crois que la moindre des choses aurait été d'accompagner cette mesure, qui a un sens évidemment économiquement, par de véritables mesures de sobriété en termes justement de mobilité. Et j'en reviens toujours aux propositions des citoyens, des 150 citoyens. 2 propositions qui avaient été faites, qui n'ont pas été mises en œuvre réellement. La première, limitation à 110 km/h sur l'autoroute. Alors on ne peut pas parler de contrainte, mais personne n'ose parler de cette limitation à 110 km/h sur autoroute. Et accompagner cette mesure de diminution du prix d'essence de cette mesure, ou bien une autre mesure, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en France, d'ailleurs de par le monde, en termes de mobilité, elle est très importante et la plus large part est liée à l'utilisation de véhicules lourds, de SUV. Et les citoyens proposaient une surtaxe de ces véhicules lourds au-delà d'une tonne 2. Alors c'est bien dans la loi, mais au-delà d'une tonne 8, dans un cas, 25% des véhicules lourds auraient été taxés, mais là ce n'est plus que 2%, n'a plus aucun sens. Donc, disons, cette mesure a un sens économiquement, mais il aurait vraiment fallu l'accompagner de véritables mesures de sobriété, et depuis longtemps. Et pour un changement de comportement, on va revenir dans les détails, mais par exemple, quand vous parlez du SUV, c'est en même temps aussi une voiture qui est très prisée des Français. Ceux qui peuvent s'acheter un SUV, franchement, le font quasi systématiquement. Est-ce que les SUV ont encore un avenir ? Bien, j'espère que non, franchement. Disons, la voie de la sobriété en termes de mobilité, c'est vraiment... je crois, une mobilité plus douce. D'abord, une mobilité, disons effectivement, disons l'intérêt des SUV n'est pas pour moi, en termes de mobilité, vraiment un plus. Donc, on comprend dans certains cas, mais je crois qu'on peut aller vers des véhicules plus légers. Alors évidemment, il y a toute la transition vers l'électrique et le problème se pose aussi sur l'électrique. C'est-à-dire que si on a des véhicules électriques très lourds, ça pose aussi des questions. Parce que le véhicule électrique est très lourd et puis qu'il y a évidemment cette question aujourd'hui aussi de l'accès à l'électricité et du prix de l'électricité qui est une deuxième question. Mais quand même, quand on reste sur cette ristourne, ce choix en tout cas du gouvernement pour aider les Français de faire baisser donc de 30 centimes à partir d'aujourd'hui le litre d'essence ou de gazole. Au même moment, en Espagne, ils ont pris la décision de rendre absolument gratuit tous les transports en train pour le train du quotidien, c'est-à-dire tous les trains de banlieue, tous les trains régionaux vont être absolument gratuits et ils envisagent de rendre gratuits les trains, y compris sur tout le territoire espagnol. C'est ça qu'il aurait fallu faire ? Oui, il y a aussi des mesures en Allemagne. En France, oui, ce serait une mesure intéressante. Il faut effectivement orienter vers les transports en commun, vers les mobilités douces, le vélo, la marche d'ailleurs. Voilà, les transports en commun. Ça a été par exemple une très bonne mesure en région parisienne de faire que le pass Navigo, qui est mon principal outil de déplacement, effectivement, ne soit pas, disons, quelle que soit la zone, c'est le même prix. Déjà, il a été dézoné, donc ça veut dire que vous arriviez de loin de Paris ou dans Paris. Déjà disons, ça allait dans ce sens-là, mais il faut probablement aller plus loin, au moins dans certaines régions. Mais c'est une bonne mesure, en tout cas. Sur cette question du nucléaire, Jean Jouzel, et de l'accès à l'électricité, là encore, grand paradoxe, puisque on nous dit d'un côté qu'il va falloir utiliser davantage d'électrique, puisqu'on va devoir se passer demain de la voiture thermique, que dans le même temps, on le sait bien, il y a ce prix de l'électricité qui bondit, aussi en raison de la rarification des producteurs. Et dans le même temps, on découvre ou on redécouvre que plus de la moitié de nos réacteurs nucléaires sont à l'arrêt. Est-ce que là encore, c'est pas un paradoxe ? Oui, c'est un paradoxe, mais je crois que le premier paradoxe qui a été bien mis en évidence dans le rapport RTE, donc le rapport du réseau de transport d'électricité, c'est le retard que nous avons pris sur les énergies renouvelables. C'est clair que nous devrions être à 23% ou 24%. On vise 32% de renouvelables à horizon 2030. Nous ne sommes pas du tout sur cette trajectoire. Nous avons beaucoup de retard et c'est la première
disons, le premier constat de ce rapport RTE. Nous n'arriverons pas à neutralité carbone en 2050 sans un développement significatif du renouvelable. Ce qui est clair aussi, c'est que ce sera plus facile d'y arriver si on relance du nucléaire. C'est une décision qui a été prise. Vous n'opposez pas, Jean Jouzel, vous ne faites pas partie de ceux qui opposent le nucléaire au renouvelable? Non, mais je pense vraiment que c'est une erreur de ne pas avoir développé le renouvelable au rythme que nous nous étions promis, y compris dans la loi d'ailleurs. Donc non, bien sûr, je commence ma 55e année au CEA, donc je ne suis pas du tout anti-nucléaire, mais c'est vrai que je suis profondément attaché au développement des renouvelables. Je pense qu'il faut oui, il y a complémentarité, c'est très clair. On le voit bien en plus avec cette crise en Ukraine, et c'est assez regrettable que, bien sûr, il y a, je crois, plus de la moitié des réacteurs. 32 réacteurs sur 56 arrêtés, 32 qui sont au moment où on se parle à l'arrêt. Il y en a 24 qui marchent. Je voudrais que vous écoutiez, Jean Jouzel, les propos du patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy, qui considère justement que si on est dans cette situation-là, c'est parce qu'il y a eu des mauvaises anticipations des différents politiques. Écoutez. On manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées. Et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut 2 ou 3 ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées? Eh bien parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les 2 premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, on fait quoi? Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Il faut revenir là-dessus. Il faut revenir sur cette trajectoire de fermeture. Il y a encore dans la loi aujourd'hui 2 centrales nucléaires qui sont censées fermer. Le problème des fermetures, il est aussi on voit bien que s'il y a déjà 32 centrales qui sont fermées actuellement, c'est disons. En gros, il y a des incidents, pas forcément... De la maintenance, c'est des problèmes de maintenance, disent-ils. De maintenance, d'incidents, et ces risques sont là. Donc, on ne peut pas non plus jouer avec le nucléaire. Donc, effectivement, on peut je crois, peut-être en prolonger certaines, mais on a une autorité de sûreté nucléaire qui est, je crois, tout à fait au niveau. Donc, il faut suivre, je pense, les décisions de cette autorité, mais dans ce cas-là, c'est 32 centrales qui sont arrêtées. Sur le climat, essayez de comprendre avec vous, Jean Jouzel, vous qui êtes climatologue, qui observez justement ces évolutions du climat depuis tant d'années. 2e été le plus chaud jamais enregistré, voilà ce que nous dit Météo France, et pourtant, ils nous préviennent le plus frais des 20 prochaines années. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat? Non, ce ne sera pas le plus frais des 20 prochaines années. Ça, c'est une erreur, je crois, qui a été reprise, mais non, ce n'est pas... Reprise par la ministre de la Transition énergétique. Il est évident que nous aurons au cours des 20 prochaines années, d'ailleurs, beaucoup d'étés plus frais probablement que 2022. Mais ce qui est certain... On n'est pas condamné à ce que tous les prochains étés soient aussi chauds. Ça, vous nous le dites ce matin, Jean Jouzel. De façon très claire. Donc, nous aurons des étés de nouveau tout à fait normaux dans les prochaines années, mais ces étés très chauds deviendront de plus en plus fréquents. Et on le voit bien déjà quand on regarde les cartes des étés. Les 4-5 derniers étés ont été plus chauds que... Disons, bien sûr, on a toujours en mémoire 2003 qui reste le record, mais on voit bien ces températures d'été monter. Ça va se prolonger. Ce que l'on dit, et c'est peut-être une erreur de le dire de cette façon, c'est que vers 2040-2050, eh bien, l'été 2022 deviendra la norme, c'est-à-dire deviendra un été moyen. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des étés plus frais que 2022 d'ici là, et même probablement plus d'étés plus frais d'ici 2020, disons d'ici là, au cours des 20 prochaines années, que d'étés plus chauds que 2022. Je sens bien dans votre manière de me répondre, Jean Jouzel, que vous êtes un peu inquiet, peut-être qu'on est trop effrayés, les Français. Est-ce juste? Est-ce que c'est bien ça que je comprends dans votre hésitation? Dans ce cas-là, c'est assez inutile. Ça, disons, je crois que cette affirmation qui a été, cette mauvaise interprétation, parce que ce n'est pas le rapport de Météo France qui dit cela, c'est pas du tout cela. Mais cette mauvaise interprétation, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'effrayer les Français. Quand on me parle, c'est souvent des rapports du GIEC. Les rapports du GIEC, vous n'êtes pas assez catastrophiste, mais il suffit de regarder ce que dit le GIEC. C'est déjà la catastrophe vers laquelle on va, effectivement, si on ne fait rien. Justement, ce qu'il faut, c'est laisser l'espoir aux gens, laisser l'espoir aux jeunes. Comment fait-on pour, effectivement, une bonne fois, essayer de respecter ce qui est inscrit dans la loi, cette neutralité carbone en 2050. Comment fait-on? Et c'est ça toute la question aujourd'hui. Je m'arrête un instant là-dessus, Jean Jouzel, parce que c'est très important. On voit se développer ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Quand vous dites qu'il faut redonner espoir aux jeunes, est-ce que c'est de cela dont vous voulez parler? C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, attention, il ne faut pas dire aux jeunes qu'on va tous mourir dans 20 ans?
Oui, j'ai beaucoup discuté avec Pablo Servigne, par exemple, sur ce problème d'effondrement. Il y a eu cette, je crois beaucoup, cette idée d'un effondrement qui n'est peut-être pas ridicule si on ne fait rien, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'avais la crainte que ça pousse à l'inaction. Donc cette éco-anxiété est bien là parce que... mais je ne crois pas que la façon disons, on nous reproche d'ailleurs, on m'a reproché de parler des problèmes du climat. Donc on nous reproche quelquefois à notre communauté. Non, c'est pas cela, mais disons, vous l'avez dit, Pauline, depuis une trentaine, enfin, j'ai suivi l'évolution du climat depuis tout le long de ma carrière, depuis une cinquantaine d'années, et j'ai toujours, je crois, gardé la même stratégie, c'est-à-dire de dire le réchauffement climatique, c'est un véritable problème, mais il y a des solutions. Le vrai problème, c'est que ces solutions, il aurait fallu les mettre en œuvre assez rapidement, et c'est pas ce que nous faisons. Mais il y a toujours des solutions pour aller... Mais quand vous dites que vous avez peur de l'inaction, je reviens par exemple sur cette idée qu'il faudrait peut-être ne plus avoir d'enfants ou être beaucoup moins nombreux. On m'a reproché par exemple d'avoir défendu l'idée que peut-être il fallait continuer à avoir des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui disent « Attention, arrêtons-nous, il faut faire une pause, on est trop nombreux, on ne va pas voir, il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter... » Quelle est votre position là-dessus? C'est quelque chose qui est très clivant dans la société française. Alors, sur les enfants, non, je ne suis pas du tout pour... je crois... Enfin bon, disons, je crois que les jeunes qui ont envie d'avoir des enfants peuvent vraiment avoir des enfants et je crois, je l'espère vraiment, dans des bonnes conditions et puis dans un futur, je l'espère, disons, pas trop pessimiste. C'est cela. Donc, il faut bien comprendre qu'à l'échelle planétaire, même si nous étions 2 milliards d'habitants sur cette planète, mais si 2 milliards d'habitants se comportaient comme l'Américain actuel, nous irions dans le mur, disons, du point de vue climatique. Donc la question n'est pas le nombre d'humains sur Terre, c'est la question de leur comportement. Exactement. Ce serait plus facile de limiter le réchauffement climatique à 9 millions d'habitants qu'à 11 en 2050. Mais cela dit, Jean Jouzel, quand on voit cette question qui se pose aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il faut choisir entre manger un beefsteak ou sauver la planète? Oui, j'ai entendu. Je crois qu'il faut là aussi, c'est de Sandrine Rousseau. Je sais très bien. Bon, voilà. Ça met le point sur quelque chose qui est relativement important. C'est quand même pas négligeable la contribution de notre alimentation. Alors, quand on parle de l'alimentation, si on tient compte du transport, de tout, on peut arriver jusqu'à 30%. C'est beaucoup moins pour l'agriculture, c'est plutôt 13%, je crois. Mais effectivement, là aussi, il faut de la sobriété, du bon sens. Il faut faire attention, mais si nous faisions tous attention, par exemple, à notre alimentation, voilà, c'est ce vers quoi il faut aller. Je crois que chacun aussi peut se comporter de façon différente. Il y a beaucoup de façons d'être sobre. Ça peut être dans l'alimentation, c'est bien pour ceux qui souhaitent le faire, et c'est à encourager dans la mobilité, dans tout ce qui concerne le domestique chez soi. Donc il y a beaucoup de façons d'aller de l'avant dans ces transports. Sobriété, alors justement, j'aimerais bien qu'on rentre dans le détail, puisqu'on nous parle désormais de sobriété et de fin de l'abondance. Il y a eu cette demande faite par la Première ministre de baisser de 10% la consommation d'électricité pour les entreprises. Est-ce que les particuliers doivent également baisser leur consommation d'électricité, et est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui nous écoutent? D'abord, cette sobriété, elle est inscrite dans la loi. Il faut quand même bien comprendre qu'il ne faut pas tomber comme ça tombe pas du ciel. Dans la loi, il y a inscrite une diminution division par 2 de la consommation d'énergie à horizon 2050. C'est inscrit dans la loi, c'est une sobriété. Oui, effectivement, il faut aller vers une diminution de notre consommation d'énergie. Mais il y a longtemps qu'on aurait dû le faire, alors qu'on ne le fait pas vraiment. Enfin, l'industrie a quand même progressé en termes de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas non plus dire que rien ne s'est fait, surtout pas. Mais oui, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous justement, écoutent? Je pense que... Est-ce que c'est anodin, par exemple, de mettre sa machine à laver à tourner la nuit, ou est-ce qu'en effet, ça participe quand même à un geste pour la planète, par exemple? Les petits gestes participent à la lutte contre le réchauffement climatique. Je m'appuie sur, par exemple, les estimations du Shift Project qui disent que les petits gestes pourraient, jouer au moins pour 25% dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais les petits gestes n'ont de sens que si, en face, la puissance publique, par exemple, en termes de mobilité, c'est plus au niveau des régions, des villes, des métropoles que ça se passe. Pour prendre les transports en commun, il faut qu'ils existent. Voilà, il y a toute... Mais la moitié des Français, aujourd'hui, quand on les interroge, disent « ça suffit, on a déjà l'impression d'en faire assez ». Ils ont le sentiment de faire suffisamment d'efforts. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, puisque nos émissions ne diminuent pas suffisamment rapidement. Il faut bien comprendre que ce que l'on fait aujourd'hui dans cette décennie, est extrêmement important pour les jeunes d'aujourd'hui.
pas pour cette décennie, mais pour la deuxième partie de ce siècle. Si on va au-delà de 2, 3, enfin, si on va au-delà de 3 degrés, on est sur une trajectoire plutôt de 3 degrés, eh bien, ce sera très difficile pour eux de s'adapter au réchauffement climatique. On voit bien ces vagues de chaleur à répétition, il y aura des inondations, bon, voilà. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. On a déjà 2 fois trop, disons, au niveau planétaire, on va vers 2 fois trop d'émissions en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour avoir des chances de rester sur une trajectoire 1,5 degré. C'est aujourd'hui qu'il faut agir et on ne fait pas assez. Est-ce que parmi les solutions, l'idée par exemple d'interdire les jets privés, de moins prendre l'avion, ça vous paraît... Alors, disons, sur la mesure elle-même, je pense qu'elle est effectivement marginale. Mais il y a un point très important et c'était ce qui était souligné par les citoyens. Il y a des mesures emblématiques. Par exemple, des mesures auxquelles personne, a priori, ne peut échapper. Par exemple, prenons le cas, alors les jets privés, c'est assez emblématique, mais le cas du 110 km/h, un des intérêts, c'est que tout le monde est mis à égalité. Enfin, évidemment, il y a toujours ceux qui feront des excès de vitesse, je veux dire. Mais vous voyez bien le problème. Il y a des mesures emblématiques qu'il faut prendre, même si, du point de vue du résultat, elles peuvent être assez marginales. Donc, je pense que c'est bien de réfléchir à ces jets privés, effectivement. Jean Jouzel, vous le disiez à l'instant, on risque des inondations, et en fait, elles sont là. Je voudrais que vous nous disiez... Que comprendre de 2 images si contrastées? En France, la Loire est quasiment à sec. Elle a été quasiment à sec tout l'été et elle ne se remplit pas. Ce sont des images très inquiétantes et du jamais vu. Et au même moment, le Pakistan est noyé. Que comprendre? Que comprendre? Eh bien, c'est ce que... je dirais presque à regret, est envisagé par le rapport du GIEC, c'est-à-dire un climat beaucoup plus variable avec des extrêmes climatiques plus extrêmes. Alors ça va effectivement de périodes sans précipitation plus longues, c'est ce qu'on envisage en France, quand on regarde le récent rapport sur le climat de la France, les périodes sans précipitation sont plus longues et mécaniquement, ça, disons, diminue le débit des fleuves et des rivières, qui est aussi diminué par l'évaporation. C'est très important. C'est-à-dire que ces vagues de chaleur, chaque degré, c'est 7% de plus d'évaporation. Donc, même si les précipitations restaient constantes, eh bien, le débit des fleuves et des rivières diminuerait. C'est important, mais bien sûr, il diminue beaucoup plus. C'est le cas de la Loire. J'étais moi-même le long de la Loire il y a quelques semaines. On voit bien que c'est vraiment assez dramatique. Jean Jouzel, j'ai presque honte de vous demander ça pour la France, parce que quand on voit effectivement le drame qui se passe en ce moment au Pakistan, mais est-ce que pour les agriculteurs qui demandent par exemple à ce qu'il y ait davantage de retenue d'eau, comme ils le font en Espagne notamment, c'est quelque chose qui fait débat en France. Est-ce que vous estimez que ça empirerait la situation, ou est-ce que ça peut être une solution face à la sécheresse et au risque du coup de cultures qui seraient abîmées lourdement? Ça peut dépendre des régions, mais surtout je crois qu'il doit y avoir pour le monde agricole une adaptation aussi des pratiques agricoles, et cette adaptation est maintenant... J'étais avec Christiane Lambert à Angers il y a quelques semaines. La patronne de la FNSEA, qui représente les agriculteurs. Et il serait très clair que ce mot d'adaptation est vraiment fait partie désormais du vocabulaire, je dirais, du monde agricole. C'est important. Alors, évidemment, sur, je dirais, les retenues d'eau, il peut y avoir... Et je crois qu'il faut beaucoup de concertation. Il y a eu les assises de l'eau. Il faut beaucoup de concertation. Mais il faut bien comprendre que l'eau deviendra une matière rare, y compris peut-être dans le nord de la France en quelques occasions. Donc, oui, il faut beaucoup de bon sens et de concertation entre tous les utilisateurs de l'eau. Il y a bien sûr le monde agricole, mais il y a le monde de l'énergie, on le voit bien, c'est important, le tourisme, l'alimentation, et voilà, c'est de la concertation qu'il faut, et peut-être au cas par cas en tout cas. Je vous trouve d'une très grande patience, Jean Jouzel. Ça fait très longtemps que vous alertez. Vous n'êtes pas lassé? Bien, voilà, non, je ne suis pas vraiment lassé, parce que d'abord, du point de vue de la recherche, j'ai toujours continué, enfin peut-être un peu moins maintenant, à m'intéresser à ces domaines de recherche. Je suis avant tout un spécialiste des variations passées de notre climat, mais ça nous apporte beaucoup sur effectivement une vision très large de ce vers quoi nous allons dans le futur. Donc ça, c'est passionnant vraiment. Mais je ne suis pas lassé, parce que justement, je veux dire et redire qu'il faut aller de l'avant. Je veux donner un message d'espoir aux jeunes. Disons, cette transition, il faut bien comprendre qu'une fois qu'on ne peut pas y échapper. Je veux dire par là que ne pas aller vers neutralité carbone, c'est ça la transition en particulier, ne pas aller vers la neutralité carbone, c'est accepter que le climat se réchauffe indéfiniment. Et ça, c'est quand même assez dur vis-à-vis des jeunes d'aujourd'hui. Je suis aussi très intéressé par les jeunes.
je m'occupe d'éducation, je me suis intéressé à l'éducation. Et c'est aussi à eux que vous vous adressessez ce matin à ce micro. Beaucoup, oui. Je pense qu'il faut garder l'espoir parce que cette transition, eh bien, une fois qu'elle sera réussie, c'est plutôt un monde plus vivable qui sera avec nous. C'est aussi beaucoup d'inventivité, de recherche, d'innovation, bien sûr, pas simplement d'innovation technologique, mais dans notre façon de vivre, justement, quand on parle de sobriété. Donc, c'est beaucoup à faire. On invite en gros les jeunes à ne pas construire leur développement sur le même mode que ma génération. Et je crois que ce serait intéressant. Si j'étais jeune, je crois que je serais intéressé par aller de l'avant. Et c'est le message que je veux laisser. Je veux laisser effectivement un message d'espoir, mais aussi de difficulté. Les problèmes sont vraiment là. Jean Jouzel, climatologue, prix Nobel de la paix en tant qu'ancien membre du GIEC. Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes invité au Conseil de sécurité sur l'électricité, sur l'énergie, sur le climat. J'ai été très heureux de voir ma collègue Valérie Masson-Delmotte invitée hier. C'était vraiment une très bonne initiative, invitée au Conseil des ministres à une quarantaine de ministres, de secrétaires d'État qu'il fallait aller de l'avant et pourquoi. Et le répéter est pas inutile. Merci beaucoup à Jean Jouzel sur RMC et BFM TV.